monde, je vous souhaite une excellente année 2024, qu'elle soit synonyme de bonheur, d'amour, de santé et de bonne lecture. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de 2023, je vais vous présenter les lectures qui m'ont le plus marqué l'année dernière. Globalement je pense qu'il y en a pour tous les goûts, même si c'est vrai que ces dernières années je me suis peut-être tournée vers moins de genres différents. J'avoue que je vais plus facilement vers la littérature contemporaine alors qu'avant je pouvais lire plus de policiers, de thrillers ou de classiques. Maintenant je suis un peu dans mon petit confort et je sais ce que j'aime ou ce que j'aime pas, et donc je reste souvent vers les mêmes genres, mais vous allez voir qu'il y a quand même des choses un petit peu diversifiées dans ce que je vais vous présenter. D'abord je vais commencer par les mentions honorables, c'est-à-dire les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés mais qui n'ont pas été des coups de cœur, et on terminera avec les coups de cœur de l'année et ma lecture préférée de 2023. Pour commencer avec les mentions honorables, je voulais vous parler de deux romans de Stephen King que j'ai lus cette année et que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais qui n'atteignent pas mon top 3 des King, parce que des King j'en ai certains qui resteront je pense pour toujours dans ma mémoire. Je sais pas si ce sera le cas de ceux-ci, mais en tout cas j'ai passé d'excellents moments de lecture avec ces romans. Le premier, c'est Blaze, que Stephen King avait écrit sous le pseudo de Richard Bachman. C'est un manuscrit qui est resté pendant 30 ans dans un tiroir et qu'il a finalement décidé de publier. Et ça donne un roman qui est très réussi. On va suivre le personnage de Blaze, c'est un surnom qui est donné au protagoniste, qui souffre de retard mental et qui, pour survivre, enchaîne les petits délits avec un acolyte, jusqu'au jour où celui-ci va mourir et il va se retrouver tout seul à devoir survivre. À deux, ils avaient évoqué un plus grand coup qu'ils voulaient faire, mais en fait, Blaze se retrouve tout seul pour faire ce grand coup et ça va relativement mal tourner parce que il ne peut pas penser à tous les petits détails, il n'arrive pas à échafauder un plan qui soit assez solide. Et voilà, on va le suivre dans cette péripétie-là. En même temps, on va replonger dans son passé, donc on va comprendre que s'il a ce retard mental, c'est parce que son père l'a battu. De naissance, il n'avait aucun trouble, aucun déficit, rien du tout. Mais c'est suite au coup que son père lui a donné qu'il est devenu comme ça, et on va sans cesse osciller entre le temps présent et les flashbacks. C'est un hommage de King à Des souris et des hommes de Steinbeck, et c'est vraiment un roman très réussi avec un personnage principal qui est très émouvant. J'ai vraiment adoré et je ne peux que vous le conseiller. Et le deuxième King dont je voulais vous parler, c'est Nuit noire, étoile morte, qui est un recueil de 4 nouvelles. Je n'avais jamais lu King dans les nouvelles, donc c'était une grande première pour moi et j'ai vraiment adoré l'expérience. J'ai aimé les 4 nouvelles qui sont reprises dans ce recueil. J'ai trouvé qu'elles étaient très différentes les unes des autres. Ici, on est dans de l'horreur alors que dans Blaze, c'était pas le cas. Ces 4 nouvelles horrifiques qui vont jouer sur des éléments horrifiques différents et je trouve que c'est vraiment super réussi et ça m'a vraiment beaucoup plu. Peut-être que ça peut être une bonne option pour découvrir la plume de King, pardon, parce que ça vous permet en une centaine de pages, 150 pages parfois, d'avoir une idée plus ou moins claire de ce que King peut faire dans les romans. Même si ici on est dans des formats plus courts, je trouve qu'on reste jamais sur sa faim et que c'est vraiment super bien maîtrisé. C'est dit comme il le faut et je pense qu'il faudrait pas plus de pages pour raconter ces histoires-là. Donc c'est vraiment un succès pour moi. Un roman qui m'a énormément marqué, j'y pense encore régulièrement, mais qui n'est quand même pas un coup de cœur, c'est Je ne suis pas là de Lise Spitt, qui est une autrice belge flamande. J'ai adoré ce roman, mais je trouve qu'il n'est pas exempt de défauts. Vraiment, moi pour que ce soit un coup de cœur, je suis super difficile. Faut que je me dise, j'ai tout aimé. Donc c'est pas facile d'y arriver. Certains y sont arrivés, je vous en parlerai après. Mais pour moi, pour atteindre le niveau de coup de cœur, c'est vraiment pas facile. Donc je trouve qu'ici, avec quelques longueurs, ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai mis plusieurs semaines à lire ce livre-ci. J'étais un peu en semi-panne et en plus c'était très dense. Mais pour autant, j'étais fascinée quand j'y revenais et j'y pensais tout le temps. Donc c'est quand même que ça a bien marché. De nouveau, on a 2 temporalités parce qu'on a une première temporalité qui est le temps présent où on comprend qu'un drame est en train de se produire mais on comprend pas très bien ce qui se passe. Et en même temps, on va suivre l'histoire d'un couple
et la progression de l'histoire de ce couple. Ce couple, c'est Léonie et Simon. C'est un couple de jeunes trentenaires bruxellois. Ils sont ensemble depuis très longtemps, ils ont leur petite vie bien posée, bien rangée, ils sont tout à fait heureux dans leur couple. Mais un jour, Simon va rentrer d'une soirée avec un étrange tatouage derrière l'oreille, et à partir de là, tout ne va faire que dégringoler parce que Simon ne semble plus être lui-même. Et tout de suite, on sait qu'il va y avoir un vrai problème grave vu que c'est le premier chapitre qui nous met sur cette piste-là. Mais on va quand même voir toute l'histoire de Léo et Simon se dérouler. C'est super bien fait, on rentre vraiment dans la psychologie des personnages. C'est ciselé, c'est un style qui est très cinématographique. J'ai vraiment adoré. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de longueur. Le roman, il est assez long, il est très fouillé, très développé. Parfois, ça sert le propos parce que ça permet de vraiment bien comprendre les traumatismes des personnages. Parfois, pour moi, c'était peut-être un peu trop lent. Mais toujours est-il que c'est un roman qui reste en tête et que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme je vous le disais, je l'ai lu il y a des mois. Et j'y pense encore assez régulièrement. Donc c'est quand même à ça, selon moi, qu'on reconnaît un bon roman. Attention, il y a certaines scènes un peu choc, beaucoup moins que dans Débâcle si vous avez lu Débâcle de la même autrice. Mais il y a une scène qui m'a un peu retourné l'estomac, donc je préfère vous prévenir. Toujours dans les mentions honorables, je ne pouvais pas ne pas mentionner Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, qui est un roman que j'ai trouvé très beau, très fort, très puissant. J'ai aimé cette ode à la nature, aux animaux. À nouveau, une double histoire, une double temporalité. Vous voyez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça va continuer par la suite. Il y aura d'autres romans à double temporalité. C'est quelque chose qui me plaît énormément. D'ailleurs, dans le roman que moi j'ai écrit, qui est juste là, il y a 3 temporalités parce que j'aime bien ces jeux de passé-présent. Bref, dans Là où chantent les écrevisses, on va suivre Kia, une petite fille qui grandit dans un marais avec ses parents et ses frères et sœurs. Son père est alcoolique et violent, ce qui fait que la maman va quitter la maison. Elle en peut plus d'être battue par son mari et un jour elle va partir, laissant ses enfants derrière elle. Et puis au fur et à mesure, les frères et sœurs aînés de Kia vont partir aussi. À ce moment-là, elle est toute petite, elle a environ 5 ans. Elle va se retrouver seule avec ce père violent et elle ne va pas à l'école, elle doit apprendre toute seule à s'éduquer parce qu'elle a personne pour le faire pour elle, et elle va s'éduquer au contact de la nature, au contact des animaux. Elle va rencontrer un garçon qui va également lui apprendre plein de choses, mais voilà, je vais pas vous en dire plus à ce niveau-là. Et l'autre temporalité, c'est en fait une enquête qui a lieu parce qu'un homme a été retrouvé mort dans le marais et on se demande si quelqu'un l'a tué, si c'est un accident. Et les deux histoires vont s'enchevêtrer comme ça. C'est vraiment un roman qui est très fort, qui est très puissant. J'ai eu énormément d'empathie pour le personnage de Kia. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire personnellement. Alors je pense que je suis une des seules personnes à avoir ressenti ça parce que quand j'en avais parlé, tout le monde m'avait dit être rentré très facilement dans le livre. Moi, il m'a fallu quand même une 50aine de pages pour être bien dedans. Mais j'ai trouvé que le cœur du roman était sublime. Moi qui adore les animaux, j'ai été servie. Delia Owens, elle est zoologiste et ça apporte un vrai plus. Et si ça vous intéresse, il y a une adaptation Netflix qui est disponible et qui est vraiment super. Le film est très fidèle au roman et c'est un vrai beau moment. Donc si vous aimez ce genre de thématique, ça ne peut que vous plaire à mon avis. Dernière mention honorable que je voulais citer, c'est un livre audio que j'ai écouté. C'est mon livre audio préféré de l'année. C'est Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Je connaissais l'histoire parce que j'ai beaucoup vu le film, mais là j'ai voulu écouter la version audio qui est juste géniale parce qu'elle est racontée par différents acteurs qui vont donner vie aux personnages et ça apporte beaucoup de chaleur à l'histoire et ça apporte un vrai côté pièce de théâtre au livre audio, ce qui est vraiment super cool. Au niveau de l'histoire, c'est 4 protagonistes qui sont un peu perdus dans leur vie, qui ont des existences pas franchement super chouette. On a Camille qui est une jeune fille qui est femme de ménage, qui est très maigre, qui mange vraiment pas beaucoup, qui vit dans un appartement insalubre sous les toits, qui adore dessiner. On a Philibert, un jeune homme de très bonne famille, qui est passionné d'histoire, mais qui souffre de troubles anxieux
très très important. Franck est cuisinier et il n'a pas de parents. On comprend que sa mère l'a abandonné et qu'il a été élevé par sa grand-mère. Et lui, il a pas de vie en dehors du boulot, il fait que travailler, c'est quelqu'un de très sanguin, de très nerveux. Et enfin, on a Paulette, qui est une dame âgée, qui est en fait la grand-mère de Franck, qui a pour seul bonheur d'être dans sa maison entourée de ses animaux et qui va chuter un jour et être envoyée à l'hôpital et en maison de repos. Et bref, ces 4 personnages vont s'aider les uns les autres, se tirer vers le haut. C'est vraiment un beau roman, c'est plein de bons sentiments sans être jamais niais. Et j'ai adoré le découvrir comme ça à l'audio, c'était une super bonne expérience. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec mes coups de cœur. Le premier coup de cœur dont je voulais vous parler, c'est un roman que j'ai relu cette année mais que j'avais découvert quand j'avais 16 ou 17 ans et que j'ai été plus que ravie de redécouvrir. C'est Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. C'est une histoire de famille. On va suivre l'Escorta sur plusieurs générations. Ça commence à la fin du 19e siècle. C'est une famille qui naît par accident parce que la première scène, c'est un homme qui arrive dans une ville et qui fait l'amour à une femme à laquelle il a toujours pensé, dont il a toujours rêvé. Mais en fait, ce n'est pas la femme qu'il pensait, c'était sa sœur. Et les Scorta vont naître de cette union un peu bancale. Ils vont vivre pendant de longues années comme des parias dans leur petite ville d'Italie. On va chaque fois suivre des étapes différentes de leur vie. C'est très simple. C'est la vie qui défile, le temps qui passe, les relations familiales. Mais en même temps, c'est écrit avec une telle force, avec une telle puissance que moi je ne peux pas rester insensible à ça. Ça commence dès le premier chapitre. Je trouve que ce premier chapitre nous met directement dans l'ambiance. Il est tellement bien écrit. La puissance des mots est si forte que moi j'ai été chamboulée par ce premier chapitre et puis tout le reste n'a fait que suivre. Je trouve que c'est un roman qui est vraiment très très émouvant, qui est très maîtrisé. On n'est pas sur quelque chose d'original, mais on est sur quelque chose d'intemporel et on est sur quelque chose qui, je pense, pourra parler au plus grand nombre et pour moi c'est vraiment ça la force de ce roman. Un coup de cœur vraiment pour l'écriture plutôt que pour l'intrigue, c'est Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa. C'est un roman que j'ai lu début septembre. Et quand je l'avais lu dans la vidéo, parce que je l'ai revisionné pour avoir bien tous les éléments en tête, je vous disais que c'était vraiment un coup de cœur de plume et que je n'étais pas sûre de me rappeler de l'intrigue dans 2 mois. Et effectivement, l'intrigue, il m'en reste des bribes, mais c'est pas ce qui m'a marqué avec ce roman. Ce qui m'a marqué, c'est la plume de Jean-Baptiste Andréa. D'ailleurs, je suis en train de lire en ce moment Veiller sur elle, qui a gagné le prix Goncourt cette année, qui est l'autre roman, enfin un des autres romans de Jean-Baptiste Andréa. Et effectivement, dans Des Diables et des Saints, on est sur une histoire qui est très belle, hein, qui est très bien construite, tout ce qu'on veut, mais qui n'est pas une histoire absolument mémorable. Si c'était écrit avec une plume assez basique, voilà, on se dirait c'était une lecture sympa puis on passerait à autre chose. Mais le choix des mots de Jean-Baptiste Andréa, la poésie folle qui se dégage de tout ça, fait que ça me reste en mémoire et que ça m'a tout de suite accroché, que ça a fait quelque chose, que ça a fonctionné sur moi. On commence, ben voilà, comme je vous le disais, on retourne dans les doubles temporalités. On commence avec un homme d'une 70aine d'années qui est un virtuose du piano, qui joue toujours dans les lieux publics, les pianos qui sont à disposition dans les gares, dans les aéroports, ce genre de choses. Et un jour, quelqu'un va le questionner sur sa vie et il va commencer à raconter son histoire. Et on part de quand il était enfant et que ses parents sont morts dans un accident d'avion. Il va être envoyé dans un orphelinat catholique qui est géré par un abbé. Il va se faire des amis, il va vivre une vie très compliquée et une rencontre qui va changer beaucoup de choses. C'est tellement bien écrit que rien que pour ça, je vous le conseille. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'auteur et je suis très contente de la retrouver dans Veiller sur elle, dont je vous parlerai très bientôt aussi en vidéo. Autre roman que j'ai vraiment adoré, c'est La Doublure de Melissa d'Acosta. Dans ce roman-ci, Melissa d'Acosta va complètement changer de style par rapport à ce qu'elle fait habituellement, parce qu'on est très loin de Tout le bleu du ciel ou Des lendemains ou de ses autres romans. Ici, on est dans du roman noir, du roman dur, du roman assez trash. Mais qu'est-ce que c'était
addictif. J'ai été accro à ma lecture. Il fait 700 pages, je crois que je l'avais lu en 3 jours parce que j'avais envie d'y revenir tout le temps. C'est l'histoire d'Evie qui est une jeune femme un peu paumée dans sa vie. Elle sort avec un homme depuis 5 ans, il est marin, il rentre seulement l'été, puis de temps en temps à Marseille, et elle passe son temps à l'attendre. Et puis en fait un jour il lui dit qu'il va partir s'installer au Brésil, et que voilà, c'était cool, mais c'est terminé entre eux. Et là va se présenter à elle une opportunité d'emploi qu'elle ne peut pas refuser, qui est vraiment intéressante. Elle rencontre un homme qui lui dit qu'il cherche une assistante pour sa femme Clara. Sa femme est peintre et déteste gérer tout ce qui est relations sociales, relations avec la presse, organiser des expos, ce genre de trucs. Et donc il cherche quelqu'un pour faire ça. Ce quelqu'un va être Evie, et elle va emménager chez ce couple, rentrer dans leur quotidien, et puis beaucoup de choses bizarres vont se passer. C'est vraiment un roman oppressant. C'est un roman qui va traiter de thématiques assez diverses, parce qu'on passe de la drogue à l'art. Voilà, c'est un monde très dark, mais c'est vraiment super bien maîtrisé. Je trouve que Melissa d'Acosta a vraiment bien réussi sa transition d'un genre à l'autre. C'est assez impressionnant parce que quand on lit ça, on a l'impression qu'elle ne fait que du roman noir comme celui-ci, alors qu'en fait pas du tout. Et moi j'ai bien aimé toutes les incursions sur l'histoire de l'art, j'ai trouvé ça super intéressant. Et la fin est juste parfaite pour ce genre d'histoire. Donc vraiment, si vous avez envie de lire quelque chose d'addictif, qui se dévore, je vous recommande 1000 fois La doublure de Melissa d'Acosta. Mais attention, si vous n'aimez pas les choses un peu crues parfois, un peu sombres, n'y allez pas. Un des derniers romans que j'ai lu en 2023, ça a été Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je m'attendais à aimer, mais peut-être pas à ce point-là. Tout démarre avec Monique, qui est une jeune journaliste. Pour l'instant, sa carrière n'a pas franchement éclaté, hein. Elle a une petite carrière, elle s'en sort comme ça, mais c'est pas florissant comme elle le voudrait. Et un jour, elle va être contactée par Evelyn Hugo, qui est une énorme star de cinéma qui approche les 80 ans et qui est vraiment une icône. Elle est connue pour son jeu d'actrice, mais également pour son immense beauté qui n'a pas fané avec les années. Et elle veut raconter sa vie à Monique. Elle voudrait que Monique écrive sa biographie. Elle va lui raconter sa vie. Et Monique ne sait pas du tout pourquoi est-ce qu'elle a été choisie par cette femme. Elle ne la connaît pas, mais évidemment, elle accepte parce que c'est une opportunité en or. Et donc Evelyn Hugo va se confier sur toute sa vie au travers de ses 7 mariages, parce qu'elle s'est mariée 7 fois. Et donc le roman est divisé en ces 7 maris. Elle va expliquer son arrivée à Hollywood dans les années 50, son ascension, ses drames personnels. C'est vraiment extrêmement prenant. Dès la première page, j'ai senti que j'allais être accro à ce roman. Et en fait, j'ai été fascinée. Comme je vous le disais dans mon dernier vlog, c'est pas un roman foncièrement original, que ce soit sur le fond ou sur la forme, mais c'est un roman qui est tellement prenant, tellement humain. Le personnage d'Evelyn Hugo est tellement complexe parce que elle est à la fois fascinante, c'est une figure mythique, et en même temps, on sait que certaines choses, certains actes qu'elle commet ne sont pas corrects, mais on éprouve toujours une forme d'ambivalence à son égard que je trouve hyper intéressante, et c'est hyper maîtrisé de la part de l'autrice. Autre chose qui est extrêmement maîtrisée, c'est que tout paraît si vrai. On va nous parler de plein de noms de films, de noms de réalisateurs, de producteurs, d'acteurs, et tout paraît si vrai alors que tout est fictif. Je trouve que c'est vraiment génial. Et maintenant, j'ai très envie de découvrir d'autres romans de l'autrice, en particulier Les Sirènes de Malibu. Je vais terminer cette vidéo avec mon plus gros coup de cœur de l'année. C'est marrant parce que c'est même pas le livre que j'ai le mieux noté sur Livre Addict avec du recul, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui a été le plus original, le plus fort pour moi. Il s'agit des Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, qui est, encore une fois, un pavé. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de pavés, hein. En fait, c'est soit des pavés, soit des tout petits livres, mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux.
Bref, Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne a été un roman mémorable pour moi. Je sais que c'est une histoire qui restera avec moi, qui continuera à m'accompagner parce que je l'ai trouvée incroyable, tout simplement. C'est encore une histoire de vie qui se déroule sur des années et des années. C'est marrant parce que je me rends compte que c'est vraiment un truc qui me poursuit et un truc que j'aime. On commence dans les années 40 en Irlande avec une jeune fille de 16 ans qui est tombée enceinte. Évidemment, elle n'est pas mariée, elle n'est même pas en couple avec quelqu'un de manière officielle et elle est dans une petite ville d'Irlande, une petite ville catholique. Bref, elle va être virée de chez elle avec un coup de pied aux fesses et elle va devoir se débrouiller toute seule. Forcément, l'Irlande, c'est déjà pas la société la plus ouverte d'esprit, donc une fille mère dans les années 40, c'était mauvais, ça faisait mauvais genre. Et cette jeune femme va arriver à Dublin, elle va faire adopter son bébé et nous on va suivre la vie de ce bébé qui s'appelle Cyril, qui va donc être adopté par un couple totalement barrés. Je n'ai jamais vu des personnages aussi barrés de ma vie. Ils sont totalement loufoques, ils ont des phrases et des idées complètement barrées. Enfin, je n'aurais jamais l'idée de penser à ça, mais pourtant ils le disent et ça passe et c'est marrant. Et donc en gros, c'est un couple qui l'adopte parce qu'il voulait avoir un enfant. Mais ce ne sont pas du tout des parents dans l'âme, ce sont juste deux adultes qui vivent ensemble, qui sont mariés et qui se disent ah oui ce serait bien d'avoir un enfant et donc ils ont adopté Cyril. Mais ils vont jamais lui témoigner d'amour, ils vont jamais lui témoigner d'affection. Il a tout sur le plan matériel, il a une belle maison, il a des jouets, il a des livres, machin. Mais il a jamais d'affection, d'amour, de tendresse, rien du tout. Et on va suivre Cyril qui grandit en étant en marge de la société et qui va cacher un lourd secret en lui qui va être très compliqué évidemment pour lui à cacher. En fait, ce qui est super bien fait, c'est que le roman est construit par ellipse. Donc chaque fois, on s'attarde sur une période, par exemple Cyril enfant avec ses parents adoptifs. Je précise toujours parents adoptifs parce que dans le roman, ils lui disent toujours qu'il n'est pas un vrai Avery, c'est le nom de famille de la famille. C'est le nom de famille de la famille, oui, merci Amélie. Mais il ne fait pas vraiment partie de la famille parce qu'il a été adopté. On lui dit toujours. Et dès qu'il dit c'est ma mère, elle dit non, 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 je suis ta mère adoptive. Bref, on va le suivre un petit peu pendant son enfance. On va le suivre jeune adulte, puis plus âgé. Et chaque fois, on va le suivre à des époques différentes. Donc, dans chaque partie, on doit un peu s'acclimater et comprendre où on en est dans l'intrigue. Mais ça fait qu'on ne s'ennuie jamais et ça fait que de nouvelles thématiques sont sans cesse abordées vu que Cyril prend de l'âge. Ce qui compte pour lui n'est plus du tout la même chose que ce qui comptait pour lui quand il avait 12 ans. Et donc, c'est vraiment bien fait. Et il y a une amitié de Cyril qui va revenir comme ça au long de sa vie. Son amitié avec Julian, un garçon qui le fascine. C'est un livre qui est juste génial parce que comme je vous le dis, on a des personnages loufoques. Moi j'ai éclaté de rire, surtout au début. En fait j'ai beaucoup rigolé quand Cyril est dans sa famille adoptive. Alors ça va peut-être vous paraître super cruel dit comme ça. Je rigolais évidemment pas du tout de sa situation, mais je rigolais des répliques de ses parents parce que c'est complètement fou. Et ça me faisait vraiment franchement rire alors que je ne rigole jamais en lisant. Mais c'est un humour tellement fin et tellement inattendu que ça a fonctionné sur moi. Et puis, par la suite, on a vraiment des moments très émouvants parce qu'on aborde des choses très dures, très lourdes. Je me rappelle de certaines scènes qui m'ont vraiment beaucoup ébranlée. Et en ça, c'est vraiment un tour de force parce que le lecteur, il va passer par plein d'émotions différentes. Il va découvrir plein de personnages différents, même beaucoup de lieux différents parce qu'on reste pas seulement en Irlande. Et bref, John Boyne nous prend par la main et nous raconte une histoire qui est juste géniale, qui nous embarque environ sur 70 ans sur la vie d'un homme. Et j'ai vraiment adoré ce roman. Je ne peux que vous le conseiller. Je pense que c'est un roman, encore une fois, qui peut plaire à un très grand nombre. Je trouve que c'est un roman qui est totalement réussi. Et bref, je
je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures lectures de l'année. Je serais ravie de pouvoir piocher dans vos idées pour mes futures lectures. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé juste ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous!